Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que ça va très bien dans votre journée ou dans votre soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez. J'espère que les épisodes vous ont plu en tout cas. Je peux vous garantir que quand je relis en fait, comme je vous avais dit, tous les épisodes que j'avais déjà créés à l'avance, il y a quelques mois, et c'est vrai que c'est passionnant, ça donne vraiment envie de développer encore plus les articles pour en savoir encore plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas non plus faire des podcasts d'une heure, ça prendrait beaucoup trop de temps. Aujourd'hui, on est sur un épisode qui est fascinant aussi. On va parler d'espionnage économique, de l'impact de l'espionnage sur les économies nationales et les industries clés. Et vous allez voir que c'est vraiment un très très bon sujet qui mérite aussi d'être écouté. Dans cette première section, on va parler déjà des mécanismes et des techniques d'espionnage économique. Dans la deuxième section, on parlera de l'impact sur les économies nationales. Dans la troisième section, on parlera de l'impact sur ces industries clés. Et dans la quatrième section, nous parlerons des réponses et des contre-mesures par rapport aux stratégies de défense contre l'espionnage économique, etc., etc., avec une belle conclusion comme d'habitude. Je pense qu'il y en a pour une vingtaine de minutes. J'ai fait un petit point là dernièrement sur ma chaîne pour regarder un petit peu comment ça se passait. Je remarque qu'effectivement, la dernière fois, j'avais dit qu'il y avait des Canadiens, des Algériens, des Australiens, des Français, des Belges, mais il y a aussi des Marocains, effectivement. J'ai même vu des personnes en Inde, un peu étonné, et puis aussi au Mali et d'autres pays en Afrique, je ne sais plus lesquels exactement. Mais bref, voilà, je vois que la communauté grandit et ça me fait vraiment plaisir, c'est cool. N'hésitez pas aussi à commenter parce que je vois que vous êtes quand même des abonnés vous êtes très discrets, j'ai l'impression. Vous n'écrivez pas trop, à part quelques-uns qui écrivent de temps en temps, mais c'est vrai que vous êtes plutôt discrets. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, tant que vous écoutiez déjà, c'est déjà bien. Allez, c'est parti, on commence de suite la première section sur l'espionnage économique. C'est parti. Alors donc du coup, l'espionnage économique, également connu sous le terme de cyberespionnage ou espionnage industriel, englobe en fait une gamme d'activités illégales visant à acquérir des secrets commerciaux ou des informations stratégiques d'entreprises ou de gouvernements concurrents. Donc ces activités, elles sont menées par des acteurs étatiques ou non étatiques et qui utilisent diverses techniques sophistiquées pour obtenir des informations précieuses. Tout d'abord, le cyberespionnage. Le cyberespionnage, c'est l'une des méthodes les plus courantes et les plus efficaces pour mener des activités d'espionnage économique et il implique l'utilisation de techniques de piratage informatique pour pénétrer les réseaux d'entreprises et les gouvernements afin de voler les données sensibles. Donc les techniques qui sont utilisées, elles incluent le phishing et le spear phishing. C'est des techniques qui consistent à envoyer des mails qui sont trompeurs pour inciter les employés à révéler des informations sensibles ou à installer des logiciels malveillants. Après, vous avez les malwares et les ransomware. Donc, il y a des logiciels malveillants qui sont utilisés pour infecter les systèmes informatiques et extraire des données ou chiffrer les informations pour une demande de rançon. Après, on a les exploits zero day. C'est des attaques qui exploitent des vulnérabilités qui ne sont pas découvertes dans les logiciels pour accéder au système sans déclencher l'alerte de sécurité. Et après, on a le man in the middle, donc le MITM, attack. En fait, c'est des attaques qui interceptent les communications entre deux parties pour espionner ou modifier les informations échangées. Après, vous avez le vol de propriété intellectuelle aussi. Donc, le vol de propriété intellectuelle, qu'on peut nommer PI, c'est une forme d'espionnage économique où des informations confidentielles concernant des brevets, des technologies, des processus de fabrication et même des secrets commerciaux qui sont dérobés. Et ces méthodes, en fait, elles incluent l'infiltration, on va dire l'infiltration d'entreprise. Donc il y a des agents qui peuvent être placés au sein d'une entreprise cible pour accéder directement aux informations sensibles. Et puis aussi, vous avez la collaboration forcée ou trompeuse. Autrement dit, vous avez des entreprises qui peuvent être contraintes ou trompées pour partager des technologies sous prétexte de partenariat ou d'accord de collaboration. Et après, vous avez l'ingénierie sociale, on va dire. C'est manipuler en gros des personnes pour qu'elles révèlent des informations sensibles en exploitant des failles humaines plutôt que techniques.
Alors je vais vous donner des exemples concrets, on ne va pas rentrer plus trop dans le détail, mais c'est quand même des exemples vraiment qui sont concrets et je vous ai même partagé aussi des techniques qui sont utilisées pour ces exemples. D'abord, on a l'APT10, l'Advanced Persistent Threat 10. Donc, c'est un groupe de cyberespionnage qui est affilié à la Chine et qui est connu pour cibler des entreprises de haute technologie et des agences gouvernementales en utilisant des techniques sophistiquées de phishing et de malware. Aussi, vous avez l'opération Aurora. Donc, c'est une série d'attaques en 2009-2010 qui a visé des entreprises technologiques de premier plan, et y compris Google, menées par des cyberespions chinois utilisant des exploits zero day. Et après, vous avez spear phishing contre des industries stratégiques. Donc, c'est en gros des attaques ciblées contre des entreprises de défense et de technologie, où des emails semblent provenir de sources fiables pour tromper les employés et obtenir un accès au système interne de l'entreprise. Après, vous avez les technologies et les techniques avancées. Tout d'abord, nous avons les reconnaissances préalables. Donc, les cyberespions, ils effectuent une reconnaissance détaillée pour identifier les vulnérabilités et les cibles potentielles avant de lancer une attaque. Après, vous avez le cryptage et les communications sécurisées, qui sont utilisées. En fait, on utilise ce genre de cryptage et de communication sécurisée comme technologie avancée pour masquer les communications et éviter la détection. Ensuite, l'utilisation de botnets, donc c'est un réseau de dispositifs infectés qui est utilisé pour mener des attaques à grande échelle et dissimuler la source des intrusions. Donc les mécanismes et les techniques d'espionnage économique, elles sont vraiment variées, je pense que vous l'avez vu et compris, et même très sophistiquées. Et du coup, ça rend la détection et la prévention extrêmement difficiles. Donc comprendre ces méthodes, c'est essentiel pour développer des stratégies de défense efficaces et protéger les informations sensibles des entreprises et des gouvernements. Allez, maintenant, on va commencer sur la section numéro 2, donc sur l'impact que ça peut avoir sur les économies nationales. C'est parti. Donc cette section va être un petit peu compliquée, il y aura quand même pas mal d'informations. Donc ça me fera plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Si vous avez une question, même si vous faites des recherches et que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'êtes pas vraiment sûr, demandez-moi, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, l'espionnage économique, il a des répercussions profondes sur les économies nationales. Et il peut entraîner des pertes financières massives et qui compromettent la compétitivité des entreprises et qui freinent l'innovation, et ça peut avoir des effets à long terme sur la croissance économique. Donc, dans cette section, on va analyser les divers impacts de l'espionnage économique sur les économies nationales à travers des exemples concrets et des statistiques pertinentes. Donc déjà, parlons des pertes financières. Vous allez voir, ça donne le tournis. Les pertes financières, en fait, qui sont directes, dues à l'espionnage économique, elles peuvent être considérables. En 2020, le Center for Strategic and International Studies, donc le CSIS, et McAfee aussi ont estimé que le coût mondial du cybercrime, qui inclut l'espionnage économique, était de près de 1000 milliards de dollars par an. Et ces pertes, elles incluent le vol de secrets commerciaux, les coûts de la remédiation des cyberattaques, et aussi les pertes de revenus dues à la concurrence déloyale. Donc il y a des exemples, il y a un exemple que je peux vous donner en tout cas, c'est Sony Pictures Hack en 2014. Il y a eu le piratage de Sony Pictures par un groupe soupçonné d'être affilié à la Corée du Nord et qui a coûté à l'entreprise environ à peu près 100 millions de dollars et qui inclut des pertes de revenus et des coûts de réparation des systèmes compromis. Donc la compromission et de la compétitivité, en gros, l'espionnage économique, il peut éroder cette compétitivité des entreprises en permettant aux concurrents d'accéder à des technologies de pointe et à des plans stratégiques et à des informations sensibles. Du coup, ça entraîne forcément une perte d'avantage concurrentiel et une diminution de la part de marché. Donc il y a des exemples, encore un que je peux vous donner, c'est le cas de Dupont en 2014. C'est un employé de Dupont qui a volé des secrets commerciaux concernant le processus de fabrication de fibres en Kelvar, et ça a causé des pertes financières importantes et ça a permis à des concurrents internationaux de produire des fibres similaires à moindre coût. L'impact sur l'innovation, le vol de propriété intellectuelle et d'informations, de recherche et de développement, ça peut freiner l'innovation et même en décourageant les investissements dans les nouvelles technologies.
Les entreprises, elles peuvent être moins enclins à investir dans la recherche et le développement si elles estiment que leurs innovations seront rapidement copiées ou volées, quoi. Et il y a un autre exemple que je peux vous donner, sur lequel je suis sûr de mon coup, c'est la PT1 aussi, donc en 2013. C'est un rapport de Mandiant qui a révélé qu'un groupe de cyberespionnage chinois, donc la PT1, qui avait compromis les réseaux de 141 entreprises, hein, dont 20 secteurs industriels différents, et qui a même volé des informations critiques et affecté directement leur capacité d'innovation. C'est dangereux, hein. Donc les effets sur la croissance économique, hein, bah forcément, ces impacts à long terme de l'espionnage économique, ils peuvent inclure un ralentissement de la croissance économique nationale. Les industries stratégiques, elles sont affectées par l'espionnage, qui sont affectées par l'espionnage peuvent subir des pertes de compétitivité à l'échelle mondiale, et ça va entraîner forcément une diminution des exportations, une baisse de l'emploi et un affaiblissement général de l'économie. Encore un exemple, hein, c'est le vol de technologie aérospatiale américaine en 2018. Il y a des agents chinois qui ont été accusés d'avoir volé des technologies critiques des entreprises aérospatiales américaines. Et cela a non seulement causé des pertes financières, mais a également affecté la compétitivité, hein, de l'industrie aérospatiale américaine sur le marché mondial, quoi. Donc l'espionnage économique, hein, il a des conséquences graves et étendues, hein, sur les économies nationales et les pertes financières directes, la diminution de la compétitivité, le frein à l'innovation et les impacts à long terme, hein, sur la croissance économique. Ça montre carrément que l'importance de la mise en place de mesures robustes pour protéger ces entreprises et ces économies contre ces menaces est vraiment importante. Voilà, cette section, en tout cas, la section numéro 2, vous voyez, elle met un petit peu en lumière les différents impacts, hein, de cet espionnage économique. Et ça montre vraiment, hein, l'urgence d'avoir des bonnes stratégies, hein, de défense qui sont efficaces pour nous protéger, quoi, hein. C'est normal, quoi. Et on n'a pas fini, hein, vous allez voir qu'on va aller donc sur la troisième section. On parlera maintenant des impacts sur les industries qui sont clés. Et vous allez voir que ça peut être très difficile aussi pour certaines industries qui peuvent être loyales, hein, qui peuvent être bien, hein. Je veux dire, voilà, ça crée de l'emploi, mais malheureusement, des fois, ça peut créer des très très gros problèmes, hein. Donc il y a certaines industries, hein, qui sont particulièrement vulnérables à l'espionnage économique, et en raison même de leur nature et de leur activité, et même de leur valeur stratégique, hein, des informations qu'elles contiennent. Et dans cette section, j'ai exploré un peu les impacts spécifiques de l'espionnage économique sur des secteurs vraiment critiques, hein, tels que la technologie, la défense, l'énergie et la pharmacie. Tout ce qui est pharmacologie, quoi. Déjà, le secteur de la technologie, c'est une des principales cibles de l'espionnage économique, hein, en raison de ses innovations qui est très rapide, hein, et de sa forte concentration de propriété intellectuelle. Donc il y a encore un exemple, toujours pareil, hein, il y a le vol de secrets, hein, de semi-conducteurs en 2018. Il y a des ingénieurs, hein, de Micron Technologies qui ont été accusés de voler des secrets commerciaux qui étaient relatifs à la technologie des semi-conducteurs, hein, pour le compte d'une entreprise chinoise. Et cette fuite, elle a non seulement causé des pertes financières à Micron, mais a également permis à des concurrents de réduire l'écart technologique à moindre coût. Donc le secteur de la défense est hautement stratégique, hein, avec des technologies et des informations cruciales pour la sécurité nationale. Et par exemple, concernant donc la défense, il y a le piratage du F-35 Lightning 2. Donc c'est le programme F-35, hein, c'est un des projets, on va dire, les plus coûteux du Pentagone. Et il a été victime de cyberespionnage en 2007. Et il y a des pirates qui probablement qui ont été affiliés certainement à la Chine, hein, mais qui ont accédé à des informations techniques sensibles, qui ont mis en danger la supériorité technologique et stratégique des États-Unis. Donc le secteur énergétique aussi, ça inclut les industries du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. Et c'est une cible privilégiée, hein, bien sûr, en raison de sa nature critique et de ses technologies, hein, souvent propriétaires. Et encore une fois, vous avez eu une cyberattaque, hein, qui a été faite contre Saudi Aramco en 2012. Hein. Donc Saudi Aramco, donc c'est la plus grande compagnie pétrolière du monde, hein, qui a été attaquée par le malware Shamoon, ou Shamon, je ne sais pas comment on peut le dire. Et c'est donc l'attaque, en fait, elle a endommagé 30 000 ordinateurs quand même, qui a perturbé gravement les opérations de la compagnie. Bien que l'objectif principal semblait être de causer, hein, des dommages, l'incident, il a souligné la vulnérabilité du secteur énergétique aux cyberattaques. Et du coup, ils se sont protégés direct derrière, hein. Jusqu'à une prochaine attaque, peut-être plus tard, on verra bien.
Après, il y a le secteur aussi de la pharmacologie, donc, enfin, le secteur pharmaceutique, pardon, n'importe quoi, qui détient des informations précieuses hein, concernant la recherche et le développement de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. Et donc, par exemple, vous avez l'espionnage de secrets hein, de vaccins. Pendant la pandémie du Covid-19, hein, il y a des acteurs étatiques, notamment qui provenaient de la Chine et de la Russie, qui ont été accusés hein, de tenter de voler des données sur la recherche de vaccins auprès de sociétés pharmaceutiques occidentales. Et ces tentatives visaient à accélérer leur propre programme de vaccination et à renforcer leur position géopolitique. Pas très bien tout ça, hein. Il y a le domaine aérospatial, bien sûr aussi. Hein. Le secteur aérospatial, ça inclut des technologies satellites et de lancement, et c'est même crucial hein, pour les communications et la navigation et la défense. Et ben, même eux, hein, ils n'ont pas été épargnés. Vous avez eu l'espionnage de technologies de satellites en 2018. Il y a un groupe de hackers chinois en fait, qui est connu sous le nom de Cloud Hopper et qui a ciblé des entreprises aérospatiales pour voler des informations hein, sur les technologies satellites. Et ces informations elles peuvent être utilisées hein, pour améliorer les capacités spatiales nationales et qui affectent ainsi la compétitivité des entreprises ciblées, quoi. Bien sûr, il y a l'automobile, hein, elle y passe aussi, hein, avec l'essor des voitures électriques et autonomes. Le secteur de l'automobile, c'est devenu une cible attrayante hein, pour l'espionnage économique. Vous avez eu l'espionnage des technologies de voitures autonomes en 2019. C'est un ingénieur hein, de Tesla qui a été accusé d'avoir téléchargé des fichiers contenant des secrets commerciaux concernant la technologie des voitures autonomes avant de rejoindre un concurrent chinois. Il y a toujours les Chinois, j'ai l'impression, dans ces exemples, c'est incroyable. Et ce vol, du coup, il a posé des risques hein, pour la compétitivité de Tesla dans un secteur de plus en plus innovant, quoi. Voilà, donc pour cette section 3, en tout cas, on va conclure vite fait, hein. L'espionnage économique, il a des impacts considérables hein, sur les industries clés et ça met en péril leur compétitivité, leur innovation et leur sécurité. Et les exemples hein, concrets que je vous ai apportés, ça montre un peu la diversité des secteurs qui ont été touchés et ça souligne l'importance de stratégies robustes et de protection hein, et même de prévention pour sécuriser les infos sensibles et les technologies stratégiques, quoi. Voilà, cette section, j'ai essayé de la mettre un peu en avant, en évidence, quoi. Enfin, j'ai essayé de mettre en évidence les secteurs vraiment les plus vulnérables à l'espionnage économique. Il y en a plein d'autres, hein, et les impacts spécifiques aussi. Du coup, ça démontre un peu la nécessité d'une vigilance accrue et de mesures de plus en plus améliorées et sécurisées, quoi, pour renforcer un peu et protéger les industries critiques, quoi. C'est normal. Passons sur la quatrième section, sur les réponses et contre-mesures. Alors bien sûr, il y a plein de contre-mesures hein, différentes et possibles, mais je voulais surtout aussi appuyer un peu sur la cybersécurité pour moi, ou même tout ce qui est dans les technologies de sécurité informatique. C'est un peu un des métiers phares que je voulais faire voilà, plus tard, mais bon, j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir réellement avoir un diplôme pour ce genre enfin, j'ai pas la possibilité pour le moment de passer ce diplôme, donc je le ferai plus tard. Mais en tout cas, oui, c'est une voie qui m'intéresse particulièrement. La cybersécurité, selon moi, c'est l'avenir. Et ce que j'ai reproché un peu au centre de formation que j'ai côtoyé un peu dernièrement, eh bien, c'est que bah, vous n'avez pas vraiment d'aide, en fait, finalement, pour faire vos formations, pour vous loger, quoi. Et même pour faire vos formations. J'ai dû quand même me battre pas mal de mois pour essayer d'avoir une formation un peu payée par la France, quoi, par vous autres aussi, hein. C'est vous qui payez aussi les formations. Et donc, indirectement, et donc du coup, voilà, j'ai vraiment été passionné par la cybersécurité, mais c'est vrai que l'État n'aide pas vraiment encore ne fait pas encore assez d'efforts, je trouve, pour les logements, on va dire, hein, parce que moi, bon bah voilà, moi je vadrouille un peu en France partout, et c'est vrai que c'est pas facile de trouver un logement décent, vous voyez, pour être propre, pour aller à l'école. Encore là, vous voyez, là pour en ce moment, là, je fais les vendanges, donc je peux m'amuser, je peux faire un peu ce que je veux. Je suis pas obligé de me laver tous les jours, même si je suis dans un camping, hein, je suis bien posé. Mais si j'étais vraiment dans une classe où je devais suivre des cours et tout ça, ouais, non, le camping, c'est pas possible. Il faut absolument un appartement, quoi. Donc voilà, c'est un petit message comme ça que j'ai passé, que je passe comme ça entre guillemets, pour dire qu'il y a beaucoup d'aides qui sont fournies en France, hein. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez vous former, hein. Vous pouvez avoir l'accès à la formation avec Pôle emploi, avec France Travail. Là, ça marche vraiment bien, même s'ils m'ont pas vraiment aidé quand j'étais plus jeune, mais maintenant j'en ai plus de 40, hein, j'ai plus de 40 ans. Mais je sais que voilà, ils aident quand même, hein. Donc
Il faut juste être sûr de ce qu'on veut faire et vous allez y arriver. Si vous avez des projets, il faut y aller. Bref, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais continuons donc sur la section numéro 4. C'est parti. Donc oui, des fois ça m'arrive, hein, je commence à parler et puis je dérive en fait, voilà. Bref, on était sur la section 4, hein, sur les réponses et les contre-mesures. Donc en gros, face à la menace croissante, hein, de l'espionnage économique, eh bien les entreprises et les gouvernements, ils ont développé une série de stratégies, hein, et puis de politiques, hein, pour protéger leurs informations sensibles et leurs avantages compétitifs. Donc dans cette section, on va explorer un peu les différentes réponses et les différentes réponses, hein, et contre-mesures qui sont mises en place, hein, pour lutter contre l'espionnage économique, qui inclut la cybersécurité, les lois sur la protection de la propriété intellectuelle et la coopération internationale. Il n'y a pas tout, hein, je peux vous l'accorder, mais il y a déjà pas mal de choses. Donc la cybersécurité, déjà, elle est au cœur des efforts, hein, pour contrer l'espionnage économique. Il y a des entreprises, donc les entreprises et les gouvernements qui investissent massivement dans ces technologies et des pratiques, hein, de sécurité pour protéger leurs réseaux et les données sensibles. Donc vous avez les technologies avancées de sécurité, hein, donc, comme les outils de cybersécurité inclus des pare-feux, et bien les systèmes de détection et de prévention des intrusions, donc IDS, IPS, donc, et le cryptage de données et les utilisations de réseaux privés, donc les VPN par exemple, hein. Les grandes entreprises technologiques, elles utilisent des solutions de sécurité basées sur l'intelligence artificielle pour détecter et neutraliser les menaces en temps réel. Mais je vais me calmer un peu, je vais parler un peu plus doucement, parce que là je sens que je vais de plus en plus vite. Parlons de la formation et de la sensibilisation. Donc la formation des employés, elle est cruciale pour prévenir les attaques d'ingénierie sociale, telles que le phishing, et il y a des programmes de sensibilisation, hein, donc à la cybersécurité, qui sont mis en place pour éduquer le personnel sur les meilleures pratiques et les menaces potentielles. Donc il y a des réponses, hein, aux incidents, donc forcément les entreprises, elles disposent de plans de réponse aux incidents pour gérer et atténuer, hein, les effets de la cyberattaque ou des cyberattaques qu'elles ont. Et ces plans, ils incluent la détection rapide, hein, des intrusions, la contenance des menaces et la restauration des systèmes qui sont affectés. Parlons un peu de législation et de protection de la propriété intellectuelle. Les lois sur sur la protection de la propriété intellectuelle, hein, elles jouent un rôle clé dans la lutte contre l'espionnage économique. Et ces lois visent à protéger, hein, les brevets, les marques et les secrets commerciaux et autres formes de pays, hein, par exemple, hein, contre le vol et l'utilisation non autorisée, hein, de notre identité, par exemple. Donc vous avez la loi sur le secret commercial, hein, le Trade Secret Act, donc aux États-Unis, hein, le Defend Trade Secret Act, en fait, hein, de 2016, qui permet aux entreprises de poursuivre en justice les individus ou les entités qui volent des secrets commerciaux. Et cette loi, elle renforce les protections juridiques et facilite la récupération des dommages causés par les vols de pays, quoi. Ensuite, les directives européennes, hein, donc l'Union européenne, elle a adopté la directive sur la protection des secrets d'affaires en 2016, qui harmonise la législation nationale et renforce les mécanismes, hein, de protection à travers les États membres. Et cette directive, elle offre des recours légaux contre le vol de secrets commerciaux et améliore la coopération entre les pays de l'Union européenne, hein. Donc ça nous amène forcément au point de la coopération internationale. Elle est essentielle, hein, pour lutter contre l'espionnage économique, parce qu'il transcende souvent les frontières nationales, hein. Et les pays y collaborent à travers des accords bilatéraux et multilatéraux, hein, pour partager des informations, coordonner les efforts de sécurité et poursuivre les auteurs, hein, de cyberespionnage aussi. Donc vous avez les accords bilatéraux, hein. Les États-Unis, ils ont signé des accords avec plusieurs pays, dont la Chine et la Russie, ce qui est un peu paradoxal quand même, parce que la Chine, apparemment, ils ont fait pas mal d'attaques, d'après ce que vous avez compris, tout au long de ce podcast. Bref, c'est un peu bizarre leur truc. Donc pour limiter donc les activités de cyberespionnage économique, donc je rappelle la phrase, hein, les accords bilatéraux, donc en gros vous avez les États-Unis qui ont signé des accords avec plusieurs pays, dont la Chine et la Russie, pour limiter les activités de cyberespionnage économique. Mais bien que ces accords ne soient pas toujours respectés, hein, ils représentent des étapes importantes, hein, vers une meilleure coopération. Et après, vous avez les initiatives multilatérales, hein, donc des organisations internationales comme Interpol et l'Organisation mondiale du commerce, hein, donc l'OMC, qui jouent un rôle crucial, hein, en facilitant la coopération et la coordination entre les pays, pour lutter, hein, contre le vol de propriété intellectuelle et le cyberespionnage. Allez, maintenant on va continuer sur les cas de réponse réussis.
Par exemple, vous avez l'opération Aurora, que je vous ai parlé tout à l'heure, en 2010. Suite à l'attaque d'opération Aurora, donc Google il a renforcé ses mesures de sécurité et il a collaboré avec d'autres entreprises technologiques et même le gouvernement américain pour identifier et contrer les cybermenaces. Et cette réponse collective, elle a permis de limiter les dommages et de prévenir de futures attaques similaires. Après, vous avez l'opération Cloud Hopper, que je vous ai parlé aussi précédemment, en 2018. Donc ça, c'est en réponse aux attaques du groupe Cloud Hopper. Et plusieurs pays, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, ont pris des mesures coordonnées pour poursuivre les auteurs et renforcer la sécurité des entreprises qui ont été ciblées. Et cette opération, elle a mis en lumière l'importance de la coopération internationale pour lutter contre les cybermenaces. Donc les réponses et contre-mesures contre l'espionnage économique sont variées et nécessitent une approche multidimensionnelle. La combinaison de technologies avancées, de cybersécurité, de cadres législatifs solides et de coopération internationale est essentielle pour protéger les entreprises et les économies contre les menaces croissantes d'espionnage économique. Vous voyez, dans cette section, et cette dernière section, elle met en lumière quand même les stratégies efficaces pour contrer cet espionnage économique, même si c'est pas parfait, je peux vous l'accorder. Ça souligne la nécessité d'une vigilance constante et d'une collaboration globale pour assurer la sécurité et la compétitivité des industries qui sont clés. Allez, maintenant faisons une conclusion vraiment complète sur l'impact de l'espionnage économique et des stratégies de défense. Il y a plusieurs points, vous allez voir, il y en a pour un petit moment, mais on va prendre le temps tranquillement. Tout d'abord, vous avez les synthèses de principaux points qu'on a établis ensemble. L'espionnage économique, il représente une menace sérieuse pour les économies nationales et les industries qui sont clés. Donc en exploitant des techniques sophistiquées telles que le cyberespionnage, le vol de propriété intellectuelle et les infiltrations d'entreprises, les acteurs malveillants ils peuvent causer des pertes financières massives et compromettre la compétitivité et freiner l'innovation. Et les impacts de ces activités sont visibles à travers divers secteurs, et notamment la technologie, la défense, l'énergie, la pharmacie, la pharmacologie, et l'aérospatiale. Ensuite, on a établi aussi ensemble l'importance de la cybersécurité et de la législation. Pour contrer ces menaces, les entreprises et les gouvernements ils doivent investir obligatoirement dans des technologies avancées de cybersécurité pour renforcer la formation et la sensibilisation des employés et mettre aussi en place des plans de réponse aux incidents. Et les lois donc, sur la protection de la propriété intellectuelle, elles jouent un rôle également crucial parce qu'elles offrent des recours juridiques contre le vol de secrets commerciaux et en harmonisant aussi les protections à travers les frontières. Aussi, on a vu les coopérations internationales. La lutte contre l'espionnage économique, elle nécessite une coopération internationale renforcée et les accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les initiatives d'organisations internationales, faciliteront bien sûr le partage d'informations et la coordination des efforts pour poursuivre les auteurs de cyberespionnage. Donc les cas de réponse réussis, comme les opérations Aurora et Cloud Hopper, ont démontré l'importance de la collaboration globale pour limiter les dommages et même prévenir des futures attaques. On a parlé également des perspectives futures, donc à l'avenir, les menaces d'espionnage économique, elles continueront d'évoluer avec les avancées technologiques, ça coule de source, et elle est essentielle, c'est essentiel pour que les entreprises et les gouvernements restent... en gros, c'est essentiel pour que les entreprises et les gouvernements restent vraiment vigilants et adaptent constamment vous voyez, leur stratégie de défense pour faire face à ces nouveaux défis qui vont se complexifier, vous voyez, d'année en année, Donc la mise en œuvre de nouvelles technologies de sécurité et l'amélioration de cadres législatifs et même la promotion de la coopération internationale seront forcément des éléments clés pour protéger les économies et les industries contre les menaces croissantes, Dernier point, c'est donc l'espionnage, c'est une conclusion que l'on va faire sur tout ce point, c'est donc en gros que l'espionnage économique, il est à la fois, je pense qu'il est captivant aussi pour vous, vous avez vu que c'était quand même captivant, et à la fois aussi terrifiant dans ses implications, parce que c'est vraiment une bataille constante en fait entre les défenseurs de la propriété intellectuelle et les acteurs malveillants qui cherchent à exploiter des failles
pour obtenir un avantage compétitif, quoi. Et les enjeux, ils sont vraiment élevés, hein. Et même les répercussions, elles peuvent être dévastatrices, quoi, pour les entreprises et les économies nationales, quoi. Donc, quand on reconnaît ces risques et qu'on prend en compte toutes ces mesures proactives, on peut espérer atténuer l'impact de l'espionnage économique et protéger notre avenir technologique et économique. Voilà, donc je pense que j'ai récapitulé un peu tous les enjeux et les réponses à l'espionnage économique. Et vous avez vu comment c'est grave important finalement d'avoir une nécessité de vigilance constante, de stratégie de défense robuste et de coopération internationale pour protéger nos propres intérêts économiques et même notre monde entier, quoi. Voilà, vous avez vu, c'est quand même passionnant, je trouve ça incroyable en fait, ces épisodes. Euh, on a passé pas mal de temps ensemble, hein, presque 30 minutes maintenant sur cet épisode. Je peux vous l'accorder que c'est un peu long, mais vraiment ça vaut le coup parce qu'il y a quand même énormément d'informations. Pour le prochain épisode, on va parler des programmes nucléaires secrets et vous allez voir que là aussi, ça vaut le coup d'être écouté. Il y a beaucoup d'informations importantes à savoir et c'est ultra intéressant et incroyable, je trouve, quoi. Allez, prenez soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, prenez soin de vous. Ciao, bisous.